Regardez, là-haut dans le ciel. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, c'est Marc. Marc, l'Hercule moderne. Ok, je voulais commencer avec une petite anecdote fun. Quand Superman est publié pour la première fois en France en 1939, les éditeurs avaient peur que le nom Superman fasse un peu trop penser à l'Ubermensch de Nietzsche, un concept très populaire de l'autre côté du Rhin durant ces années-là. Donc ils l'ont appelé Yordi. Me demandez pas pourquoi. Et en Belgique, dans les pages de Spirou, pour les mêmes raisons de voisins allemands des années 30, il a été renommé Marc, l'Hercule moderne. Et si je vous parle de ça, c'est pas juste pour vous partager une anecdote rigolote, c'est pour vous inciter à aller voir ma vidéo sur le fait que le Hercule de Disney est un film Superman. Non, c'est pas ça non plus. Cette anecdote nous rappelle que la fiction n'existe pas en dehors du contexte réel dans lequel elle a été créée. Et tout comme les Français et les Belges ont changé le nom de Superman à la veille de la guerre parce que le concept d'homme supérieur était quelque peu connoté dans les années 30, le personnage de Superman s'est toujours inscrit dans son époque. Et à chaque époque, le personnage a évolué, changé, parfois radicalement, ce qui m'a fait réaliser que Superman peut servir de marqueur historique et culturel. Un personnage qui approche des 90 ans et qui reflète une certaine vision que l'Amérique a d'elle-même. Ou plus précisément qu'une certaine partie de l'Amérique a d'elle-même. Parce que le personnage a beau avoir été élevé dans le Kansas, ses comics sont un pur produit new-yorkais et ses films hollywoodiens. Et New York et Los Angeles, c'est pas représentatif de tous les États-Unis. Tout comme Paris n'est pas la France, à skip. Il n'en reste pas moins un beau cas d'étude de l'évolution du Zeitgeist, l'ère du temps. Alors aujourd'hui, je voulais regarder comment, depuis 1938, le personnage de Superman a évolué et ce que certaines de ses incarnations peuvent nous indiquer sur la culture et l'histoire américaine au moment de leur sortie. On va commencer avec les comics originaux, puis on prendra un virage cinématographique dans les années 70 et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, Superman est le reflet de l'Amérique. Juste avant ça par contre, je vais vous demander 1 minute 30 pour parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo vous est présentée en partie par CyberGhost VPN. Vous le savez, je travaille avec CyberGhost depuis des années et j'utilise leur VPN quotidiennement. Il me permet de chiffrer ma connexion et d'éviter que mon fournisseur d'accès ne suive ce que je fais sur internet. Et plus le temps passe, plus ça devient indispensable. Avec plus de 100 emplacements, CyberGhost peut aussi vous permettre de contourner les blocages géographiques de plus en plus nombreux. Cette fonctionnalité vous permet de débloquer les contenus restreints géographiquement sur plus de 40 plateformes de VOD, par exemple Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou plein d'autres. Ce qui peut être très pratique quand on vit dans un pays qui bloque l'accès à certains sites, ma foi, fort intéressants. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement pour partager le service avec votre famille et vos amis. Et là, tu vois, elle se coince dans la machine à laver. Heureusement, son beau-fils est pas loin. Rejoignez les plus de 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la description et profitez de l'offre à 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Et en plus, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser, alors tentez le coup, vous n'avez rien à perdre. Je vous recommande, comme toujours, CyberGhost VPN, n'hésitez pas un instant. Allez jetez un œil. Et maintenant, je vous propose de revenir à la vidéo. La création du personnage de Superman va durer 5 ans. D'abord un personnage très négatif, chauve, qui utilise ses pouvoirs pour servir ses propres intérêts, dans Le règne du Superman, une histoire courte publiée en janvier 1933. Il va beaucoup évoluer au fur et à mesure que ses créateurs essayent de le vendre à qui en voudra bien. Ses créateurs, ce sont Jerry Siegel à l'écriture et Joe Shuster à l'illustration. En 1933, ces deux jeunes hommes ont 17 ans et beaucoup d'espoir dans leur personnage de surhomme. Pour une présentation rapide, Jerry Siegel est un fils d'immigrés juifs lituaniens né dans l'Ohio, fils d'un peintre d'enseigne qui va tragiquement décéder lors d'un cambriolage en 1932. Au lycée de Glenville à Cleveland, il va rencontrer Joe Shuster, également fils d'immigrés juifs néerlandais et ukrainiens, né au Canada et ayant immigré avec sa famille en Ohio quand il avait 10 ans. Ils impriment un fanzine nommé Science Fiction dans lequel on retrouve le fameux règne du Superman, puis ils vont se mettre en tête d'en faire un personnage de comic strips et de le publier dans la presse. En effet, en 1933, les comic books n'existent pas encore. Pendant 5 ans, ils vont essuyer des refus tandis que l'industrie du comic book se fait son apparition. Ils tentent également d'y faire leur trou, mais personne n'est intéressé par leur Superman. Réalisant que les personnages héroïques ont plus de succès que les personnages méchants, ils vont transformer leur Superman en un héros, inspiré en particulier de la figure mythologique d'Hercule. Ses pouvoirs de télépathie deviennent une force surpuissante et sa peau est désormais à l'épreuve des balles. Il ne s'appelle plus Bill Dunn mais Clark Kent, n'est plus la victime de l'expérience d'un scientifique fou mais envoyé du futur. Son alter ego devient journaliste, sa collègue Lois Lane est amoureuse de Superman mais ignore qu'il est Clark. Jusqu'à 1938, le personnage qu'on connaît prend forme petit à
petit sans jamais être publié. Finalement, alors qu'ils ne croient plus trop dans le succès de Superman, ils acceptent de vendre le personnage pour la somme très modeste de $130 à la National Allied Publications, maison d'édition new-yorkaise qui finira par se renommer sous le nom de sa publication la plus populaire, Detective Comics. Vous l'aurez compris, il s'agit de DC. D'ailleurs, quand vous dites DC Comics, vous dites Detective Comics, Comics. Juste pour info. C'est donc sous la botte de la NAP que Siegel et Shuster, assistés par l'éditeur Max Gaines, vont écrire et dessiner la première véritable aventure de Superman, qui sera publiée en première page d'un nouveau périodique, le fameux Action Comics numéro 1. Superman est donc envoyé bébé sur Terre après la destruction de sa lointaine planète d'origine, qui n'a pas encore de nom, et atterrit dans un orphelinat, la famille Kent n'ayant pas encore été imaginée. Superman ne vole pas, mais peut sauter à hauteur d'un immeuble de 20 étages, il porte des charges très lourdes et court plus vite qu'un train. Il est affublé d'une cape dans la tradition des héros romantiques comme Zorro ou les Trois Mousquetaires et d'un short rouge rappelant les strongmen, les porteurs d'haltères dans les cirques. Son design est clair, c'est un héros et il est très fort. On le présente dans la première page comme le champion des opprimés, la merveille physique qui a juré de dévouer son existence à aider ceux dans le besoin. Dans ce premier numéro, Superman n'affronte pas Lex Luthor ou des super vilains, mais le gouverneur de l'État pour empêcher l'exécution d'une femme innocente tout en livrant à la justice la véritable coupable. Une brute qui agresse une femme dans la rue, un rustre qui enlève Lois Lane et un lobbyiste qui complote avec un sénateur pour passer une loi qui impliquera les États-Unis dans les affaires de l'Europe. Qui a mis de la politique dans mon Superman? Comment ça, c'est créateur? Bon, Superman, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est une création de son temps et du milieu dans lequel ont évolué ses créateurs. Deux fils d'immigrés juifs dans les années 30, une époque qui, vous le savez peut-être, n'était pas tip-top pour les juifs ou les immigrés. Superman est ainsi lui aussi un immigré venu d'une planète morte. Pour des enfants d'immigrés juifs européens en 1938, on peut comprendre que l'Europe pouvait sembler assez morte, plongée dans les dictatures et l'antisémitisme, sans parler de la guerre qui approchait à grands pas. On retrouve donc bien sûr des références à Hercule, le Marque moderne. Non, attendez, je m'en mêle les pinceaux là. Hercule donc, mais aussi Moïse, le bébé envoyé dans son berceau. Une autre grosse influence, c'est John Carter, figure majeure de la littérature pulp de science-fiction. Siegel et Shuster proposent une vision du monde à l'opposé de ce qui semble dominer les mentalités dans les années 30. L'Ubermensch n'est pas un Européen dominateur qui assit sa puissance sur le monde, mais un alien venu d'ailleurs qui utilise sa force pour le bien commun et la justice sociale. D'ailleurs, c'est pas anodin que Clark Kent ait pour alibi d'être un journaliste. C'est une autre façon qu'il a de défendre la vérité et la justice en la faisant passer par la presse. Les premiers comics de Superman n'intègrent pas de science-fiction en dehors de Superman. Il affronte, on l'a vu, des politiciens corrompus, mais aussi des hommes d'affaires, des maris violents ou encore des policiers pourris. Si la devise de Superman n'existe pas encore, elle est déjà présente en esprit. Il se bat pour la vérité et la justice, c'est la toute première chose qu'il fait. Quant au mode de vie américain, ça va très vite arriver. Action Comics numéro 1 est publié le 18 avril 1938. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, marquant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre militaire évidemment, mais aussi culturelle et de propagande, et chaque camp va y aller de sa production artistique pour faire valoir ses valeurs. Pendant que le triomphe de la volonté galvanise les nazis, côté américain, on va recruter les figures de la culture populaire. Donald Duck par exemple, mais aussi les super-héros, invention encore récente, née du succès fulgurant de leur premier représentant, Superman. Ainsi, en 1940, Captain America est créé dans un but clair pour ses auteurs juifs, alors que l'Amérique reste neutre, dénoncer les crimes d'Hitler et encourager un sentiment patriotique face à la montée du nazisme. Quand les États-Unis rentrent finalement en guerre en décembre 1941, tous les super-héros vont suivre la voie patriotique de Captain America. Superman devient ainsi un représentant de l'Amérique libre et démocratique face aux dictatures, il ne s'en prend plus aux politiciens corrompus, participer à l'effort de guerre nécessite une confiance totale, pour ne pas dire aveugle, dans le gouvernement et les autorités. Le Golden Boy va garder ce rôle après la Seconde Guerre mondiale face à une nouvelle menace, celle du communisme. Au début de la guerre froide, avec le McCarthyisme et la chasse aux sympathisants communistes et socialistes dans les milieux artistiques new-yorkais et de Los Angeles, Superman va peu à peu perdre son titre de héros de la justice sociale. Il devient une figure capitaliste, le modèle américain bien intégré, quasiment new-yorkais. La science-fiction remplace la politique, les monstres et les super-vilains qui menacent Metropolis remplacent le social, et Superman se décline sous tous les formats. Radio, animation, en Superboy ou dans la Justice Society, Superman était le roi des comic books. Évidemment, rien ne dure, et au fil des années 60,
60, le lectorat se lasse de ce héros lisse aux aventures loufoques, tandis qu'une maison d'édition concurrente, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, publie des histoires avec des super-héros moins parfaits, et notamment un certain homme araignée qui a des problèmes de filles ou d'argent, et avec qui la jeunesse américaine s'identifie beaucoup plus. Mais malgré tout, Superman reste la figure du super-héros dans les esprits, et c'est donc pas étonnant que le premier film de super-héros soit un film Superman. Enfin, premier film de super-héros à grand budget. Parce que techniquement, c'est le 4e film Superman sur grand écran. En 1948, il y a un serial avec Kirk Alyn qui a eu une suite, Atom Man vs Superman en 1950, et en 1951, il y a Superman et les Nains de l'Enfer, je vous jure, c'est pas une blague, avec George Reeves dans le rôle titre qui servira de pilote à une série télé. Mais le premier film Superman qui n'est pas une série B, c'est celui de 1978. I've got you. You've got me! Who's got you? En 1978, Richard Donner va donc adapter le personnage pour le grand écran, interprété par Christopher Reeves. Superman le film est un classique. On lui doit non seulement l'iconique thème de John Williams, mais c'est aussi la base de tout le cinéma de super-héros qui suivra jusqu'à aujourd'hui. Lois Lane est là, interprétée par Margot Kidder, Marlon Brando interprète Jor-El et refuse d'apprendre ses lignes. Quand il regarde dans le berceau de Kal-El, il est littéralement en train de lire son texte, ce mec était une fraude. Et on a également Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor, le milliardaire maléfique. Et en dehors du fait que ce film est très cool, et honnêtement à mon goût même aujourd'hui l'un des meilleurs films Superman, c'est aussi un film qui sort dans un contexte particulier. Parce que l'Amérique de 1978, c'est une Amérique en crise. Pour remettre les choses dans le contexte, après le miracle économique d'après-guerre, les États-Unis deviennent la première puissance mondiale et se voient comme les leaders du monde libre contre l'axe du mal représenté par l'URSS. L'assassinat de Kennedy en 1963 va marquer un premier coup dans la confiance américaine en sa supériorité. La course à l'espace qui suit est vu par les Américains comme un moyen de prouver que le modèle capitaliste est plus efficace que le modèle soviétique. Après plusieurs échecs, l'URSS prenant une avance considérable en envoyant le premier satellite puis le premier homme dans l'espace, la mission Apollo 11 va marquer une victoire symbolique majeure pour l'Amérique. Mais dans le même temps, elle va s'engager dans la guerre du Vietnam, enfonçant ses pieds dans un bourbier qui a déjà eu raison de l'armée française et qui ne sera pas plus doux avec les Yankees. En 1972, l'affaire du Watergate va briser la confiance des Américains dans leur gouvernement et en 1973, la crise pétrolière met un terme à 30 ans de boom économique. En 1974, Nixon finit par démissionner, laissant la présidence à Gerald Ford, qui sera suivi par Jimmy Carter, deux présidents sans scandale ni assassinat, mais qui vont essuyer la pire période de récession depuis les années 30. Et je vais vous parler d'une règle que j'ai observée au fil de l'histoire contemporaine, plus ça va mal en Amérique, plus les super-héros explosent le box-office. Superman en 1978 est le premier exemple, on aura ensuite Spider-Man en 2002, The Dark Knight en 2008, Iron Man en 2010, Iron Man en 2012, Iron Man en 2013, mais aussi Iron Man en 2015, Iron Man en 2016, Iron Man en 2018, Iron Man en 2019 et Superman en 2025. Bref, le film Superman de 1978 est un film empreint de nostalgie, d'espoir et d'un désir de simplicité. Superman est gentil, il a des valeurs simples de justice, de vérité et d'Amérique qu'il a apprises auprès de sa famille de paysans du Kansas. Lex Luthor, lui, est un homme d'affaires corrompu et dangereux qui complote pour utiliser les ressources de l'armée américaine à des fins néfastes, difficile de ne pas y voir une figure nixonienne. Le film est aussi très chrétien. Malgré les origines juives de la création du personnage, ici, il est une figure messianique. L'iconographie chrétienne est très présente. Superman, c'est Jésus, envoyé sur Terre pour nous sauver, pauvres pécheurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Donner et Mankiewicz, les gens qui ont fait le film. Et ça n'a apparemment pas gêné Siegel et Schuster qui n'avaient que du bien à en dire. Tout ça pour revenir au fait que Superman le film résonne pas mal avec l'esprit de son temps. La volonté pour les Américains de revenir à quelque chose de plus simple, des valeurs conservatrices, chrétiennes, loin de la corruption et des complots politiciens. Je veux dire, littéralement, à la fin, Superman remonte le temps pour sauver Lois. Le film est tourné en même temps que sa suite qui va être un bordel monstre. Ok, donc Superman 2 est tourné en même temps que le premier, mais des soucis de production vont forcer Donner à se concentrer sur boucler Superman 1. Le truc, c'est que les producteurs, Alexander et Ilya Solkind, ne sont pas contents de Donner et vont le remplacer par Richard Lester, connu surtout pour son style comédique. Une suite avec Superman qui perd son réalisateur sérieux à cause de soucis de production et qui le remplace par un réalisateur plus comique, ce qui mène à un film bancal et, des années plus tard, une version remontée par le réalisateur original.
C'est le genre de truc qui n'arrive qu'une fois. Alors attention, l'histoire est souvent simplifiée en « les méchants producteurs, ils ont pas laissé le réalisateur super talentueux travailler sur sa vision d'auteur ». Mais la réalité est, comme souvent, beaucoup plus complexe que ça. Il se trouve que les Salkind étaient d'excellents producteurs, qui avaient notamment travaillé avec Orson Welles et qui avaient la réputation de laisser le champ libre au réalisateur. Et Donner était un excellent réalisateur, avec un défaut fatal, il était lent. Il travaillait très lentement puisqu'il décidait de ses plans le jour même du tournage. Résultat, la production était en retard, constamment faisant exploser le budget, ce qui a fait de Superman le film le plus cher jamais réalisé jusqu'ici. Et malgré son succès au box-office, avec un budget de 55 millions de dollars, ok, aujourd'hui c'est pas beaucoup, mais à l'époque c'était gigantesque, surtout si on ajuste pour l'inflation, le film a pas fait une marge gigantesque. Donc la décision de remplacer Donner par un réalisateur plus efficace n'est pas absurde. Lester va reprendre une partie des plans tournés par son prédécesseur et tourner ses propres scènes qui vont notamment ajouter beaucoup plus de comédie dans le film. Superman 2, la version cinéma, n'a pas le droit d'utiliser les images de Marlon Brando tournées par Donner, ce qui crée un énorme trou dans l'histoire quand Superman, qui est censé avoir abandonné ses pouvoirs à jamais, les récupère hors champ sans explication. Le film va aussi choquer les audiences de l'époque en incluant une scène post-coïtale entre Superman et Lois. Pour situer, à la fin du film, Superman et Lois balancent les méchants dans un trou sans fond, ce qui ressemble clairement à les tuer, et ça, personne n'était choqué à l'époque, c'était pas forcément établi que Superman ne tuait pas. Il y a aussi la scène à la fin où, après avoir retrouvé ses pouvoirs, Clark va se venger du mec qui l'a tabassé, ce qui n'est pas vraiment un comportement supermanien. Mais pareil, ça n'a pas choqué. Par contre, coucher avant le mariage, pour le Golden Boy de l'Amérique, ça, c'est mal. On notera que le film ajoute des pouvoirs au pif, genre la télékinésie de Zod, le logo de Superman qui se transforme en piège de cellophane chelou, ou encore Superman qui efface la mémoire de Lois en l'embrassant plutôt que de gérer leur rupture comme un adulte. J'apprécie également beaucoup tous les dialogues en ADR, donc redoublés dans la VO, par-dessus des scènes où les personnages ne parlent clairement pas. Bref, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Superman 2 et surtout sa version cinéma. Mais en 1980, ce sera un succès critique et commercial, continuant sur la lancée du premier film, avec son analogie chrétienne de mort et de résurrection, sa vision d'une Amérique meilleure qui collabore avec l'URSS sur la Lune, avec un président courageux et honnête, et son Superman qui, après avoir abandonné ses pouvoirs par amour, décide de revenir en force pour sauver le monde. Et cette idée d'un retour à des valeurs simples, à une époque meilleure, en 1980 aux États-Unis, c'est une idée très forte, qui va se cristalliser autour d'une autre grande figure hollywoodienne, un acteur devenu politicien, figure de l'anticommunisme qui a dénoncé un grand nombre de ses collègues au FBI à la fin des années 40, porte-parole du conglomérat General Electric, fervent opposant aux droits civiques, qui a déclaré, je cite, « Si une personne veut discriminer les nègres ou les autres quand il vend ou loue sa maison, c'est son droit », membre de la NRA, gouverneur de Californie connu pour sa violence dans la répression des manifestations et pour avoir blagué sur le fait de se débarrasser des pauvres avec une épidémie de botulisme, et en vrai je pourrais faire une vidéo complète sur toutes les dingueries que ce type a faites et sorties avant d'être élu président des États-Unis, le seul, l'unique, Ronald Reagan. Ronald Reagan for president. Let's make America great again. On a peut-être tendance à l'oublier, mais Reagan, dans les années 80, pour une majorité d'Américains, c'est un peu Superman. C'est un homme aux valeurs d'avant, à la mâchoire carrée, un vrai patriote qui promet de revenir à la grandeur de l'Amérique d'antan. Et c'est pas comme un Trump où les votes sont très divisés selon les États et les classes sociales. La carte électorale pour la première élection de Reagan, elle ressemble à ça. Et fait rare pour une réélection, en 1984, il fait un score encore plus grand. Reagan, c'est l'Amérique des années 80. Avec une politique économique agressive, il va augmenter les recettes et les dépenses du gouvernement, notamment en faisant reposer le poids de la dette sur les pays d'Amérique latine et d'Europe. Côté géopolitique, il va réchauffer la guerre froide, relancer la course à l'armement et indirectement pousser l'URSS vers son effondrement. Pour les Américains, c'est un âge d'or. Sauf pour les Noirs. Et les pauvres. Et les femmes. Et les homosexuels. Ça, bon, en tout cas, on en revient à ma formule, si les choses vont mal, les films de super-héros vont bien. Bah là, du point de vue des Américains, les choses vont bien. Donc les films de super-héros vont petit à petit perdre en popularité au fil des années 80. Pendant que Batman rencontre lui aussi ses succès, Superman va perdre en popularité au fil de ses suites. En 1983, Superman 3 sort, et cette fois Richard Lester est à fond dans la comédie et le n'importe quoi. Lois devient un caméo après que Margot Kidder ait critiqué les Salkind sur le renvoi de
Richard Donner de Superman 2. Le film sera pas mal descendu par la critique, mais fera un box-office correct. Il est suivi en 1984 d'un spin-off, Supergirl, gros échec, puis en 1987, Superman 4 sera beaucoup critiqué et représentera le premier échec commercial de la franchise. Les années Reagan ne sont pas de bonnes années pour Superman. L'Amérique est au sommet de sa gloire patriotique et n'a plus besoin de son héros pour se rassurer. Et après tout, une fois l'Empire du Mal détruit, à quoi peut bien servir le grand héros du bien? En 1989, le mur de Berlin est abattu. En 1990, l'URSS s'effondre et l'Amérique sort gagnante de la guerre froide. Le capitalisme a vaincu, il n'y aura plus jamais de guerre et tout ira bien. Pourquoi vous rigolez? Il n'y a pas de film Superman dans les années 90. Un projet de Superman 5 est envisagé avec Kevin Smith à la réalisation et Nicolas Cage dans le rôle de l'homme d'acier, mais le film ne sortira jamais. Et je pense que cette décennie sans Superman sur le grand écran, c'est aussi un reflet de l'état d'esprit d'une Amérique post-guerre froide que je résumerai en une phrase. Et maintenant quoi ? La culture populaire américaine des années 90 est marquée par un profond cynisme, une quête de sens perdu. On a gagné la guerre froide, alors pourquoi on envahit l'Irak? On a battu le communisme, alors pourquoi il y a encore des crises économiques? On est le pays le plus riche du monde, alors pourquoi on est malheureux? Difficile d'imaginer un Superman des années 90. D'ailleurs, dans les comics, ça va pas fort pour lui, et je parle pas juste du mulet. En 1992 sort le fameux numéro La mort de Superman, dont le titre est explicite. On tue littéralement Superman tant il n'a plus sa place dans cette Amérique qui ne sait plus où elle va. Évidemment, c'est les comics, il va pas rester mort bien longtemps, mais le symbole est quand même fort, et ce numéro va devenir un grand classique de l'histoire des comics. L'Amérique des années 90 est en errance, et Superman avec elle. On citera tout de même sur le petit écran la série Lois et Clark qui sera relativement populaire et établit dans l'esprit du public l'idée déjà commune dans les comics que Clark Kent est la vraie personnalité de Superman plutôt que l'inverse, et renforce l'aspect homme d'affaires de Lex Luthor plutôt que son côté scientifique fou. Format série oblige, on se concentre sur les relations entre les personnages. Lex essaye de séduire Lois, Lois aime Superman, Clark aime Lois. La série aura un petit succès avant de s'effondrer dans sa dernière saison et de s'arrêter en plein milieu d'une histoire qui ne sera jamais résolue. Il va falloir attendre les années 2000 et un traumatisme majeur pour que l'homme d'acier ne revienne sur le devant de la scène. En 2001, après l'événement que je ne peux pas mentionner sur YouTube si je veux garder ma monétisation... Trop tôt. L'Amérique a de nouveau besoin d'un héros. Au cinéma, ce sera Spider-Man qui remplira ce rôle, hasard des dates de production. Superman, lui, n'ayant pas réussi à revenir au cinéma, fait une nouvelle percée à la télévision qui, cette fois-ci, aura beaucoup plus de succès. Même si techniquement, c'est plus une adaptation de Superboy que de Superman. Je parle bien évidemment de Smallville, la série diffusée entre octobre 2001 et mai 2011, racontant les aventures d'un jeune Clark Kent dans sa ville natale de Smallville avant qu'il ne devienne Superman. Et je sais que ça vient des comics, mais vraiment, l'effort zéro pour nommer la petite ville d'où vient Superman. Petite ville. On sent évidemment l'influence énorme de Buffy contre les vampires avec une série adolescente où chaque épisode propose un nouvel ennemi ou monstre de la semaine, une bonne dose d'humour et d'autodérision et beaucoup d'emphase mise sur les relations interpersonnelles. La série est un énorme succès critique, elle gagnera notamment l'approbation de Christopher Reeves, désormais paralysé suite à un accident d'équitation qui fera tout de même une apparition dans un épisode, et elle convaincra surtout Warner Bros qu'il y a une demande pour Superman. L'Amérique des années 2000 a besoin de héros, et si Marvel a repris le créneau avec les X-Men de la Fox et Spider-Man de Sony, il est temps pour le super-héros originel de faire son grand retour. C'est le réalisateur des deux premiers X-Men, Bryan Singer, qui va être engagé pour réaliser Superman Returns. Une suite de Superman 2 qui va gentiment ignorer les catastrophiques Superman 3 et 4 et sortira en 2006. L'homme d'acier y est incarné par Brandon Routh et il revient d'un voyage de 5 ans à travers l'espace pour retrouver les restes de Krypton. On découvre ainsi une planète Terre qui a été abandonnée par son Superman dans un film plus mélancolique, avant le retour en fanfare de notre héros pour empêcher les plans du méchant Lex Luthor. Oui, il est joué par Kevin Spacey qui est très bon dans le rôle et à l'époque on ne savait pas que c'était une énorme merde humaine. Comme Lex Luthor au final, le rôle lui va bien. Bref, ce film a une place particulière dans mon cœur puisque j'avais 11 ans à sa sortie et que c'était mon premier film Superman au cinéma. Pour moi, le personnage c'était surtout celui des dessins animés Superman et la Ligue des Justiciers. Ici, on retrouve le même Superman, un peu plus tristounet mais toujours un héros au grand cœur qui sauve le monde à tout prix. Pendant que Batman Begins amorce la plongée vers le réalisme dans le monde des super-héros, on a ici une histoire classique avec un héros classique. Le film est un succès gigantesque, il va rapporter 400 millions de dollars et doubler son budget. Mais la Warner Bros espérait 500 millions de dollars et va donc annuler la suite.
studio d'enfants gâtés. Le film est un marqueur de son époque, comme a pu l'être le Superman de 1978. La sensation d'avoir été abandonné par Superman et de le voir revenir correspond pas mal à l'errance des années 90, puis à l'horreur de 2001, qui mènera au retour en force de l'Amérique sur le devant de la scène. L'événement de 2001 ne sera pas mentionné dans le film, malgré une scène originellement prévue pour illustrer qu'il a eu lieu pendant l'absence de Superman. Toutefois, on sent évidemment que ce traumatisme est présent dans les esprits. On notera l'arc de Lois Lane qui a enfin gagné son Pulitzer en écrivant un article sur pourquoi on n'a pas besoin de Superman et qui termine le film en attaquant un nouvel article sur pourquoi on a besoin de lui. Le film est idéaliste, nous dit que malgré un monde violent et sombre, il y a de l'espoir et Superman incarne cet idéalisme et cet espoir. En 2006, l'Amérique est en train de se relever, elle se remet doucement de ce qui lui est arrivé en 2001, son héros est de retour, tout ira bien. L'économie mondiale pourrait s'effondrer. Oui bah non. La crise économique de 2008 va remettre une bonne dose de misère dans la tronche des Américains. Un jour, je ferai une vidéo sur The Big Short et on explorera cet événement plus en profondeur, mais pour faire court, les banques se pètent la gueule après avoir fait n'importe quoi, l'État les renfloue avec l'argent des contribuables, et très honnêtement, on est encore en train aujourd'hui d'en payer les pots cassés. Mais c'est dégoûtant. C'est une crise de foi pour le capitalisme et le modèle américain, et ça ne va pas jouer en faveur de notre homme d'acier. Dans ces années-là, l'idéalisme ne vend pas trop. Nolan va rencontrer un succès majeur avec son Dark Knight sombre et réaliste, pendant que Marvel propose un univers plus léger mais cynique avec des super-héros sarcastiques qui ne se prennent pas trop au sérieux. On voit mal comment Superman peut s'inscrire dans ce paysage culturel. Alors Warner Bros, qui sort en plus d'un procès avec la famille de Jerry Siegel, va faire confiance à Christopher Nolan qui leur suggère de faire comme lui, un reboot réaliste où Superman est le seul super-héros. Une demi-douzaine de réalisateurs sont envisagés pour ce film, on citera notamment Guillermo del Toro, Robert Zemeckis, Ben Affleck ou encore Matt Reeves, mais ce sera finalement Zack Snyder qui sera retenu. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez tout l'amour que je porte à Zack Snyder. Daisuke. Il a à son actif le succès de 300, le massacre total de Watchmen qui à mon grand dame est un énorme succès critique et commercial mais sans déconner lisez le comics. Il a également sorti Sucker Punch, un film que j'avais beaucoup aimé adolescent mais que j'ai peur de revoir adulte maintenant que des jolies filles en petite tenue se battent avec des katanas contre des robots géants n'est plus un de mes critères favoris. Et donc, le voilà en charge de Superman. Je peux passer 3 heures à vous expliquer pourquoi un fan absolu de la philosophie d'Ayn Rand est sans doute la pire personne à qui confier Superman, mais Man of Steel a été un énorme succès critique et commercial, et je lui reconnais également de nombreuses qualités. Je déteste son interprétation du personnage principal, mais c'est un bon film, avec un cast excellent, une histoire bien construite, des scènes de combat impressionnantes, et ça me fait chier d'en dire du bien, donc je vais arrêter là. Mais pour éviter d'en dire trop de mal, je vais me contenter d'ajouter un petit compteur pas mon Superman dans le coin de l'écran. Interprété par Henry Cavill, Superman est un dieu parmi les mortels, il a appris de son père humain que sauver des vies c'est moins important que garder son identité secrète, il tire tout le temps la gueule et passe son temps à se plaindre d'à quel point c'est difficile d'être un super-héros et de devoir sauver des humains ingrat et stupide. Malgré tout, il sauve l'humanité, même si ça implique d'être littéralement l'incident de 2001 de son univers et de tordre le cou de Zod parce que des fois, on n'a pas le choix, on doit tuer. Oui, je sais, il tue aussi Zod dans Superman 2. C'est juste pas montré comme un truc important. Ce qui n'est pas mieux, qu'on s'entende. Bref, Man of Steel, c'est pas le Superman pour les gamins. C'est sombre, c'est réaliste, c'est cynique. L'humanité ne mérite pas Superman, mais Superman nous sauve quand même. J'aime pas ça du tout, mais c'est ce qui était populaire dans les années 2010. Pas d'idéalisme, pas d'optimisme, pas de bienveillance. Superman, c'est pas pour les enfants. Maintenant, c'est pour les ados. Trop dark. Techniquement, on avance. Ce Superman sera la base du DCEU, l'univers étendu DC, réponse de la Warner au MCU. Et c'est ni mon Superman, ni mon univers étendu, je vais pas vous le cacher. Autant je reconnais les qualités de Man of Steel, autant Batman v Superman, je peux pas. Et je vous arrête tout de suite, oui, j'ai vu la version longue, et non, c'est pas mieux. Il y a de bonnes idées, le fait de faire du combat contre Zod la raison pour laquelle Batman s'oppose à Superman. Il y a aussi de très mauvaises idées que je vais pas citer, il y a déjà 3000 essais vidéo sur pourquoi le scénario de ce film est d'une stupidité sans nom. Je l'ai déjà dit en 2016, je le redis maintenant, si vous voulez voir Batman affronter Superman dans une histoire bien construite, qui a quelque chose à raconter sur ces deux personnages, lisez Dark Knight Returns. Qui est écrit par Frank Miller, qui représente idéologiquement et politiquement tout ce que je déteste, mais la BD est bien. J'ai pas plus d'amour pour la Justice League. Oui, j'ai vu les deux versions, non, je ne trouve pas qu'il soit justifié de me faire m'asseoir 4 heures devant un putain de film de super-héros au mieux moyen. Surtout pour finir par la Ligue des Justiciers qui fait un combo pour décapiter Steppenwolf et balancer sa tête au pied de Darkseid. Fatality.
Donc je ne pleure pas la mort du Snyderverse, j'ai été son premier hater et cette version de Superman n'a jamais été la mienne. Pour moi, elle s'inscrit plus dans le mouvement de déconstruction du super-héros initié par Nolan qui va culminer avec des œuvres comme The Boys ou Invincible. Homelander, c'est la logique poussée à l'extrême d'un Superman sans humanité. Omni-Man, c'est Superman en méchant. Et ces visions de Superman, elles naissent aussi d'un monde où tout est remis en question. À l'ère d'internet, on n'est plus trop sûr de rien, noyé d'informations, et on en vient à remettre en question toute personne au pouvoir. Ce qui est bien, mais évidemment on ne peut jamais avoir de bonnes choses et cette remise en question va finir par remettre Homelander au pouvoir. Pour ceux qui vraiment ont pas suivi, dans la série The Boys, Homelander est une analogie directe de Trump. C'est explicite, c'est pas le sous-texte, c'est le texte à ce niveau. C'est lui le Superman. Il puise dans la même nostalgie qui a fait élire Reagan en 81, même s'il est beaucoup plus proche de Lex Luthor. L'homme de pouvoir qui va utiliser son autorité sans limite pour servir ses propres intérêts et asseoir sa domination, que ce soit sur son pays ou sur le monde. Et c'est dans cette Amérique de Donald Trump qu'un autre Superman va devoir naître en revenant à ses racines. Si les années 2010 étaient celles de la déconstruction, les années 2020 sont celles de la reconstruction pour Superman. La discussion a commencé en ligne. Je le sais parce que j'étais loin d'être le seul à défendre certains arguments, je vous ramène à ma vidéo sur Hercule. Mais évidemment, c'est des arguments qui étaient aussi et surtout défendus par des critiques et des vidéastes anglophones. Je pense pas que James Gunn regarde mes vidéos avec les sous-titres automatiques. Des arguments comme Superman est censé être un personnage idéaliste. Clark Kent n'est pas l'idée que Superman se fait de l'humanité. Superman est gentil, bienveillant, parfois naïf, mais jamais cynique. Superman n'est pas difficile à écrire, il faut juste apprendre à écrire d'autres types de personnages que des blagueurs ou des gars bressons. Bref, une réponse à la direction prise par le personnage dans le DCEU. Et ces discussions en ligne vont finir par atteindre Hollywood, où il se trouve que l'univers DC a été confié à James Gunn suite au succès de son The Suicide Squad, un film qui se détache de l'ambiance sombre installée par Snyder pour offrir du fun, des personnages attachants et une autre vision du monde que tout est pourri, on va tous crever. L'idée que le public a envie de voir un Superman plus joyeux, plus optimiste, va d'abord mener à un test sur le petit écran avec la série Superman et Lois en 2021. On y retrouve un Superman souriant, fier d'annoncer que son costume a été cousu par sa maman et qui va rencontrer un succès immédiat. La série est très bien reçue par la critique et le public, ce qui indique qu'un Superman plus humain est la bonne voie à suivre. En 2023, c'est la série animée My Adventures with Superman qui se réclame du film de 1978 et propose un Superman plus jeune, se concentrant sur ses débuts et sa relation avec Lois Lane. Encore une fois, c'est un gros succès critique, confirmant l'appétence du public pour un Superman au grand cœur. Tout ça culminera évidemment cette année avec la sortie de Superman, à la base intitulé Superman Legacy, réalisé par James Gunn avec David Corenswet en homme d'acier. Un film que j'ai beaucoup aimé, notamment pour son message principal: dans un monde de cyniques, être bienveillant, c'est punk. Une réponse claire à la critique faite au personnage de Superman qu'il est pas cool, il est pas sombre, il est pas torturé, il porte un boxer rouge par-dessus ses collants bleus, il est chiant, trop gentil. Ce à quoi le film répond: ouais, et alors? Tu vas faire quoi? Dans un monde qui s'endurcit, où la guerre fait son grand retour dans les relations internationales, il y a littéralement un conflit armé entre deux pays qui s'est déclaré ce matin alors que je tournais ma vidéo, où la politique devient un véritable cirque, ça j'ai pas besoin de vous le prouver en principe, à l'heure où l'Amérique se prend à la déportation de masse et aux arrestations sans procès, si vous avez pas suivi, tapez ICE sur Google. Dans ce monde, ce qui est punk, ce qui est rebelle, c'est de prendre soin les uns des autres, c'est de garder l'espoir dans son cœur, c'est être optimiste et naïf plutôt que de sombrer du côté des haineux et des désespérés. C'est ça qui demande un effort surhumain. Un message pas facile à porter parce que ça demande une vulnérabilité et c'est aussi ça que ce film apporte à Superman. L'homme d'acier s'y fait malmener sans doute plus que jamais sur le grand écran, tout comme le film est attaqué pour porter ce message depuis bien avant sa sortie. Évidemment, il a des défauts. James Gunn n'a pas le génie de mise en scène et de photographie de Zack Snyder. Il tombe parfois dans un humour un peu lourd auquel il nous a habitués et le scénario a pas mal de facilité, plus proche d'un cartoon du samedi matin que d'un grand film de cinéma. Mais on ne peut pas retirer à James Gunn ce qu'il a toujours eu tout au long de sa cinématographie, et d'ailleurs je vous recommande vivement de regarder Super si vous ne l'avez jamais vu, il a du cœur. Et c'est ça l'important pour écrire Superman et que ça marche. Il faut du cœur, il faut comprendre l'humain, ne pas voir que les mauvais côtés de l'humanité. Justement, Superman est une réponse à ces mauvais côtés. Il choisit de voir les bons. C'est un personnage né dans les années 30, inventé par des fils d'immigrés juifs qui ont osé imaginer l'idée folle d'un personnage surpuissant avec un cœur assez grand pour aimer toute l'humanité. Le film est très marqué par l'actualité, le conflit principal tourne autour de l'invasion d'une nation autoritaire sur un territoire qui
qui n'a pas les moyens de se défendre, un parallèle clair à deux conflits que je ne peux pas nommer sur YouTube si je veux rester monétisé. Mais vous savez très bien ce qu'il se passe, et en regardant le film, les parallèles vous sembleront évidents. Dans ce monde fictif, Superman est là pour arrêter la guerre et empêcher un massacre, et quand on le confronte pour s'être mêlé d'affaires qui ne le regardent pas, pour avoir agi sans réfléchir aux conséquences, il a une réponse simple. Des gens allaient mourir. C'est ça Superman. Il sauve des gens. Mon critère pour savoir si un film de super-héros est réussi ou non, c'est est-ce que le super-héros sauve des gens? Sinon, c'est raté. On va appeler ça le test de l'écureuil. Oui, les écureuils sont des gens. Un autre personnage qui a été pas mal affecté par l'actualité, c'est ce bon vieux Lex Luthor, un milliardaire désormais complètement intégré dans le monde politique et dans les médias, opposé à la presse d'investigation, qui utilise une armée de singes pour semer le doute et la haine au sujet de Superman sur les réseaux sociaux, qui utilise les ressources militaires américaines pour servir ses propres intérêts et satisfaire son obsession. Pareil, je vous fais pas un dessin, si vous avez pas la ref, je sais pas quoi vous dire. Ce film Superman, c'est sans doute le plus risqué qui ne soit jamais sorti, alors qu'il ne porte pas un message si révolutionnaire. Mais en 2025, dire soyez bienveillants, c'est déjà trop pour beaucoup de monde, et c'est pour ça que c'est punk. Ça représente également un marqueur fort de la division profonde de la société américaine. C'est une vision qui vient d'Hollywood, au cœur du bastion anti-Trump que représente la Californie, paradoxalement voisine de la Silicon Valley qui, elle, a plongé à fond dans le Trumpisme et se transforme lentement en Lex Luthor. Une vision pro-immigration, comme Superman l'a toujours été, anti-milliardaire, anti-guerre, plutôt anti-militariste d'ailleurs, ce qui est rare dans le genre du super-héros. Bref, une vision en opposition totale avec ce que le gouvernement américain défend et représente. C'est pas pour rien que le film est attaqué par sa droite, surtout quand Superman a toujours été perçu comme un modèle américain et généralement pro-gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, la reconstruction du personnage va plus loin qu'elle ne l'a jamais été en revenant en 1938, quand Superman se battait contre la corruption au service des opprimés. Ce qui peut ressembler à une trahison pour beaucoup est en réalité un retour aux sources du personnage. Et spoiler, pour un film Superman, donc c'est pas non plus des révélations de malade. Mais c'est pas anodin qu'il y affronte une version de lui-même complètement soumise à l'autorité de Lex Luthor, comme pour illustrer la lutte interne de ces deux Amériques irréconciliables. Tout comme il n'est pas anodin que Lex Luthor envoie Superman et tous ses ennemis dans un centre de détention dans une dimension de poche, à l'heure où Donald Trump fait exactement ça avec le Salvador. Et finalement, il n'est vraiment pas anodin que le point qui permet à Lex de briser la confiance des gens envers Superman, c'est celui de ses origines. De présenter le plan de ses parents qui, ici, veulent que Kal-El domine la Terre et en fasse une nouvelle Krypton à l'aide d'un harem. On est en plein dans les délires racistes habituels, la peur du remplacement, la menace sexuelle représentée par les immigrés. C'est les mêmes arguments depuis la fin du 19e siècle quand les Parisiens se sentaient envahis par les Bretons. Et c'est pas un accident que ce soit utilisé ici comme une arme de propagande par Lex Luthor pour diffamer Superman. Bref, Superman c'est un pilier de la culture populaire américaine et c'est pas étonnant qu'on puisse y trouver, quand on cherche, des traces de l'histoire qui entoure les œuvres où il apparaît. Et encore, je suis resté très en surface parce que je vais pas me taper presque un siècle de comics, de séries, de téléfilms, de feuilletons radio pour une seule vidéo. Mais j'espère que vous aurez compris le message global que je veux faire passer. L'art n'est pas indépendant de son époque. Superman est un marqueur de son temps. C'est peut-être pas étonnant que j'ai beaucoup de mal avec la version de Snyder, parce que j'ai aussi beaucoup de mal avec la philosophie dominante depuis les années 2010 de cynisme et d'hyper-individualisme. Et c'est pas non plus étonnant que je résonne plus avec le Superman de James Gunn, parce qu'il ose présenter une alternative à cette philosophie dominante. Le film dit ça un peu au second degré, mais il est punk. Aussi punk que peut l'être une giga-production hollywoodienne ayant pour but le profit et l'établissement d'une franchise ultra lucrative. Faut savoir garder un esprit critique, évidemment. Et Superman, c'est pas forcément mon super-héros. Je reste fidèle à mon Spider-Man, oui je sais, la vidéo sur The Amazing Spider-Man 2, je vous jure, je fais ce que je peux, vous avez pas idée d'à quel point c'est compliqué à tous les niveaux. Mais Superman reste un héros pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Il y a des points sur lesquels je m'identifie pas mal à lui. Premièrement, le fait que l'on puisse tous les deux lancer des lasers avec nos yeux. Normal. Mais aussi le simple fait que, comme lui, je suis un fils d'immigré. Et bon, le Portugal, c'est pas Krypton, mais il y a une expérience commune de déracinement dans le sentiment qu'au fond, on n'appartient jamais vraiment à notre pays d'accueil, ni à notre pays d'origine. Et si cet aspect d'immigration a vite été mis en retrait puisque polarisant, il est quand même resté. Et aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène pour les mêmes raisons qu'il était là à la base. Pour dire que c'est pas d'où on vient qui définit qui on est. On est défini par nos choix, nos actions. Et si un alien venu d'ailleurs peut choisir de devenir un héros pour tous, un milliardaire bien de chez nous peut utiliser sa fortune contre nous pour servir ses propres intérêts.
Imaginez ce que Siegel et Schuster ressentaient lorsqu'ils entendaient la rhétorique nazie également bien présente aux États-Unis avant la guerre. Comprenez que ça leur ait donné envie de proposer un autre modèle, une autre idée. Un personnage venu d'ailleurs non pas pour détruire l'Amérique et empoisonner les puits, mais pour se battre du côté des opprimés, pour servir la vérité et la justice. Maintenant, imaginez ce que c'est que d'être un immigré sud-américain aux États-Unis. Et vous comprendrez pourquoi ce film Superman est comme il est. C'est un marqueur de son temps comme Superman l'a toujours été, il parle de son époque comme Superman l'a toujours fait. Et sur ces belles paroles qui n'énerveront absolument personne, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un énorme merci à CyberGhost VPN. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Évidemment, un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur YouTube. Je le répéterai toujours, sans vous, ces vidéos ne seraient pas possibles. Un énorme merci à Morgane Oblinko, Pouillou, Arnaud, M. Laetitia, Maïwen R, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Kevin Delamure, Emma Bendaïm, Arthur Burger, Zaka, Zancre de Sel, Talariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Aceitix, Leof, Jogi en Jogging, Ali, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Aegolius, Jérôme, Baphomat, Joe, Melectric, Solange, Pam, Léo, Savane et Thomas Bouton. La prochaine vidéo est déjà écrite, on se retrouve avant la fin du mois d'août. En attendant, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont des vacances, courage à tous les autres, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tropper, out.